Papa, cette serveuse ressemble comme 2 gouttes d'eau à maman, s'exclama Sofia en pointant son petit doigt vers le restaurant. Eduardo Méndez leva les yeux de son menu et sentit le monde s'arrêter autour de lui. Son visage se vida de son sang tandis qu'il se tournait lentement vers la direction indiquée par sa fille de 5 ans. Et elle était là, tel un fantôme matérialisé dans la chair, le même visage qu'il avait embrassé 1000 fois, les mêmes yeux bleus qu'il avait regardés avec amour pendant 10 ans, le même sourire qui avait disparu à jamais cette nuit pluvieuse, 3 ans plus tôt. C'est impossible, murmura Eduardo, et son verre d'eau lui glissa des mains. La serveuse s'approcha, un plateau vide à la main, un sourire amical qui lui fit l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. « Êtes-vous prêt à commander » demanda-t-elle d'un ton désinvolte, comme si elle n'avait pas remarqué l'effet dévastateur qu'elle avait déclenché. Eduardo essaya de parler, mais les mots refusèrent de venir. À côté de lui, Sofia, bouche bée, regardait tour à tour la serveuse et le petit médaillon autour de son cou, une photo de sa mère. « Vous ressemblez comme 2 gouttes d'eau à ma défunte épouse », parvint-il enfin à dire. La serveuse pâlit, visiblement mal à l'aise. « Je suis vraiment désolé, ce n'était pas mon intention, balbutia-t-elle. « Non, s'il vous plaît, interrompit Eduardo, retrouvant son calme. Tu n'as pas à t'excuser. C'est juste que la ressemblance est troublante. Sofia, avec l'innocence brutale d'une enfant, ajouta, tu es devenue serveuse en allant au paradis. La femme regarda Sofia avec compassion et perplexité, puis se tourna vers Eduardo, qui semblait au bord de l'évanouissement. Je m'appelle Luisa Oliveira, dit-elle en posant son plateau et en se glissant sur la chaise vide à côté d'eux, oubliant un instant son rôle. Et même si cela paraît étrange, j'ai été adoptée bébé, poursuivit Luisa. J'ai toujours su que j'avais une sœur jumelle. Cantino, le petit restaurant lisboète qu'Eduardo et Elena avaient adoré, lui semblait désormais un cruel carrousel de souvenirs. Il l'avait évité pendant 3 ans après la perte de sa femme. Elena est née le 12 avril 1992, annonça machinalement Eduardo, comme s'il lisait un dossier à l'hôpital São Luís. Les yeux de Luisa s'écarquillèrent. C'est exactement ma date de naissance, murmura-t-elle. Sofia, inconsciente de l'ampleur du moment, rayonna. Ça veut dire que tu es ma tante, déclara-t-elle. J'ai une tante qui ressemble à ma mère. Eduardo observait Luisa assimiler cette révélation. Chaque expression, chaque léger pli de ses sourcils, reflétait celle d'Elena, mais il y avait des différences, ses cheveux étaient plus courts et plus foncés, ses mains portaient de petites cicatrices, ses vêtements étaient simples, là où ceux d'Elena avaient toujours été de créateurs. Ma femme est morte il y a 3 ans, dit doucement Eduardo. Un accident de voiture. Elle n'a jamais parlé d'une sœur jumelle. Peut-être qu'elle ne le savait pas, répondit Luisa, les larmes aux yeux. De la cuisine parvint la voix du directeur qui rappelait Luisa au travail. Je dois rentrer, dit-elle en se levant. Mais on peut parler plus tard ? Eduardo hocha la tête, sans voix. Tandis que Luisa s'éloignait, il sentit la petite main de Sofia serrer la sienne. Papa, on peut revoir tante Luisa, demanda-t-elle. La regardant dans les mêmes yeux qu'Elena, la même lueur d'espoir, il murmura, oui, princesse. Nous avons beaucoup de choses à lui dire. Ce qu'aucun d'entre eux n'aurait pu imaginer, c'est à quel point cette rencontre fortuite, un dimanche ordinaire, allait changer leur vie à jamais, révélant des secrets de famille enfouis depuis des décennies et ouvrant des blessures qui n'avaient jamais vraiment guéri. Que était-il exactement ? Une famille des inconnus unis par une coïncidence génétique. Enchanté, dit Eduardo en lui tendant la main. Marcelo la serra plus fermement que nécessaire. Des amis du restaurant, demanda-t-il, les yeux fixés sur Eduardo avec une suspicion évidente. C'est compliqué, répondit Luisa. Je t'expliquerai plus tard. L'atmosphère était visiblement tendue. Eduardo jeta un coup d'œil à sa montre, cherchant une excuse. On devrait y aller, dit-il en prenant doucement la main de Sofia. Mais j'aimerais poursuivre cette conversation. Puis-je t'appeler ? Luisa acquiesça et les raccompagna jusqu'à la porte, tandis que Marcelo les observait, les bras croisés. Une fois dans la voiture, Sofia demanda pourquoi le petit ami de tante Luisa semblait en colère. Eduardo soupira en démarrant le moteur. Parfois, les adultes compliquent les choses, princesse. Tout le monde ne comprend pas ce genre de situations inhabituelles. Le lendemain, dans son élégant bureau du quartier financier, Eduardo a rencontré Danilo Vasconcelos, un détective privé qui avait auparavant travaillé pour lui sur des questions commerciales. J'ai besoin d'une discrétion absolue,
a souligné Eduardo après avoir expliqué la situation. Les Monténégro sont des gens puissants, et je ne pense pas qu'ils apprécieraient ça, acquiesça Danilo en prenant des notes. Je vais commencer par les actes de naissance, les documents d'adoption et les entretiens avec des retraités de l'hôpital. Avez-vous des contacts au sein de la famille Monténégro qui pourraient être plus ouverts? Eduardo pensa à Alberto, son beau-père, qui avait toujours été plus chaleureux que Regina. Peut-être. Pendant ce temps, dans son appartement, Luisa subissait l'interrogatoire de Marcelo. Tu vas me dire qui était ce type dans la Mercedes, insista-t-il en arpentant le petit salon. Et pourquoi a-t-il amené une petite fille? C'est quoi, cette amitié? C'est le veuf de ma sœur jumelle, répondit finalement Luisa. Une sœur que je n'ai jamais connue. Et cette fille est ma nièce. Marcelo s'immobilisa net, son expression oscillant entre incrédulité et confusion. Quoi? Tu n'as jamais parlé de sœur jumelle? Parce que je n'ai jamais retrouvé sa famille jusqu'à maintenant, expliqua Luisa. Elle est morte il y a 3 ans. Tandis que Luisa lui racontait toute l'histoire, l'expression de Marcelo changea. Ce n'était plus seulement de la jalousie, mais quelque chose de plus complexe, de la peur. Vous êtes donc une famille de millionnaires, dit-il d'un ton sarcastique, même si une certaine vulnérabilité transparaissait dans son ton. Je suppose que vous allez bientôt emménager dans un appartement terrasse à Hygiénopolis et oublier cet endroit et moi. Ne sois pas ridicule, répondit Luisa, tout en se demandant comment cette révélation allait changer sa vie. Je veux juste connaître la vérité sur mes origines, sur qui était ma sœur. Marcelo la fixa du regard. Soyez prudente, Luisa. Les riches ont des règles différentes, et les secrets de famille peuvent être dangereux. Ce qu'il ne savait pas, c'était à quel point cet avertissement se révélerait prophétique. La demeure des Monténégro, dans le quartier de Morimbi, témoignait du pouvoir et de la richesse accumulée au fil des décennies. Eduardo sonna à la porte, prenant une grande inspiration pour se préparer. À côté de lui, Danilo se tenait, sérieux, sa serviette en cuir à la main. Un majordome les conduisit à travers des couloirs décorés d'art européen jusqu'à une pièce où Regina Monténégro attendait, assise comme une reine sur son trône. À son âge, Regina conservait l'élégance et la robustesse qui avaient fait d'elle une pionnière du monde bancaire. Eduardo, quelle surprise, dit-elle sans se lever. Je ne me souviens pas avoir organisé de réunion de famille. Et qui est ce monsieur? Regina, nous devons parler d'Elena, répondit Eduardo, ignorant délibérément le protocole que sa belle-mère valorisait, notamment concernant son adoption et sa sœur jumelle. Le visage de Regina perdit momentanément ses couleurs, mais elle reprit son calme avec une rapidité admirable. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Elena était notre fille unique. Nous savons tous les deux que ce n'est pas vrai, insista Eduardo. Je connaissais Luisa Oliveira. La ressemblance est indéniable. Regina pinça les lèvres, le regard rivé sur Danilo. Et cet homme est Danilo Vasconcelos, un détective privé, se présenta-t-il. Nous reconstituons l'histoire des sœurs Oliveira Monténégro. Le quoi, résonna la voix d'Alberto depuis la porte. Contrairement à sa femme, le patriarche de 70 ans avait visiblement vieilli depuis la mort d'Elena, les cheveux blancs comme neige et la posture légèrement voûtée. De quoi parles-tu? On dirait que ta femme a des explications à donner, dit Eduardo. Alberto s'approcha, l'air sincèrement perplexe. Regina, qu'est-ce que c'est que ça? Regina soupira, vaincue pour la première fois depuis des décennies. Assieds-toi, Alberto. Cela pourrait te briser le cœur. Au cours de l'heure qui suivit, elle révéla une vérité qu'elle avait gardée pour elle pendant 30 ans. Elena était l'une de 2 jumelles identiques. Les bébés avaient été séparés pour des raisons administratives. L'agence d'adoption ne nous a proposé qu'une seule des filles, expliqua-t-elle avec une froideur clinique. C'était plus facile de placer les bébés séparément. Nous étions prioritaires grâce à notre statut social, et on n'aurait jamais cru qu'Elena avait le droit de savoir ce qu'il en était de sa sœur. La voix d'Eduardo tremblait d'indignation. Pourquoi? Pour qu'elle ne soit pas obsédée par un inconnu, répondit Regina. Pour qu'elle ne remette pas en question sa place dans notre famille. Nous l'avons protégée d'une complication inutile. Alberto semblait dévasté. Je l'ignorais, Eduardo. Je le jure sur la mémoire de notre fille. Elena le savait, interrompit Danilo en ouvrant sa serviette. Il en sortit un petit carnet relié en cuir qu'Eduardo reconnut immédiatement, le journal d'Elena. Nous avons trouvé ceci parmi les affaires de Monsieur Méné,
expliqua Danilo. Eduardo prit le journal d'une main tremblante et le lut à voix haute. 3 mai. J'ai trouvé d'étranges documents dans le bureau de papa. Mon acte de naissance comporte une mention que je n'avais jamais vue auparavant, jumeaux, 1 de 2. J'ai une sœur ou un frère. Pourquoi ne m'en a-t-on jamais parlé? 7 mai. Maman évite toujours mes questions. Je l'ai confrontée directement et elle m'a dit d'arrêter de chercher des fantômes, mais son regard l'a trahi. 12 mai. J'ai engagé quelqu'un pour enquêter. Si j'ai un frère jumeau, je le retrouverai. J'ai le droit de savoir. 15 mai. Je l'ai retrouvée. J'ai une sœur jumelle. Elle s'appelle Luisa Oliveira. Elle travaille dans un restaurant à la Lapa. J'irai la voir demain. Je ne le dirai à personne, pas même à Eduardo. Je veux que ce soit ma surprise pour lui. Le silence qui suivit fut si pesant qu'il semblait physique. Regina ferma les yeux comme pour s'isoler de la réalité. Alberto sanglotait en silence. Elle est morte avant de rencontrer sa sœur, murmura Eduardo d'une voix à peine audible. Une coïncidence tragique, dit Regina, retrouvant un peu de calme. Vraiment? Danilo haussa un sourcil. L'accident s'est produit alors qu'Elena se rendait au quartier APA, et non à son cours de yoga à Jardin, comme tu l'as dit à la police. Regina pâlit. C'est absurde. Je ne savais pas. Les caméras de circulation confirment votre itinéraire, a poursuivi Danilo. Il y a autre chose, le mécanicien qui a vérifié le véhicule après l'accident a constaté des signes de manipulation des freins. Eduardo sursauta. Tu dis que ce n'était pas un accident? Je dis qu'il y a des questions sans réponse, répondit Danilo prudemment. On devrait peut-être parler à tous ceux qui savaient qu'Elena cherchait sa sœur. Le regard d'Eduardo se fixa sur Regina, dont le visage était devenu un masque impassible. C'est ridicule, dit-elle. Vous accusez la famille de votre femme sur la base de théories du complot absurdes. Je n'accuse personne pour l'instant, répondit Eduardo. Mais je vais découvrir ce qui est réellement arrivé à Elena et qui d'autre est impliqué. Pendant ce temps, ailleurs en ville, Luisa reçut un message d'Eduardo, j'ai trouvé quelque chose, le journal d'Elena. Elle te cherchait avant de mourir. Cette révélation lui fit froid dans le dos. Ce qui avait commencé comme une quête d'identité se transformait en quelque chose de bien plus sombre. Et au cœur de tout cela se trouvait Regina Montenegro, une femme prête à tout pour protéger les secrets de famille. De retour à la maison d'Eduardo à Alto de Pinero, le jardin s'est rempli de rires d'enfants pour la première fois depuis 3 ans. Sofia courait après les bulles que Louise soufflait, son rire résonnant contre les murs de la maison, trop longtemps plongé dans le silence et la douleur. Depuis la terrasse, Eduardo observait la scène avec des émotions mitigées. Voir Sofia si heureuse lui faisait chaud au cœur, mais l'image de Luisa aussi semblable à Elena jouant dans le jardin où sa femme passait ses après-midi lui procurait une impression de déjà-vu presque insupportable. Je n'ai jamais vu cette fille aussi heureuse, commenta Donia Quesesao en posant un plateau de limonade à côté d'Eduardo. Cette fille a une façon particulière de s'y prendre. Donia Quesesao, la gouvernante qui travaillait pour la famille Méné depuis plus de 10 ans, était la seule domestique qu'Eduardo avait gardée après la mort d'Elena. Plus qu'une employée, elle est devenue une figure maternelle pour Sofia et une confidente silencieuse pour moi, murmura Eduardo. Elle lui ressemble tellement. Pas seulement physiquement, mais aussi dans ses gestes, dans sa façon de rire, répondit la femme avec un sens pratique. Mais ce n'est pas elle. Et vous devriez y faire attention, monsieur Eduardo. On peut facilement confondre les choses quand on a le cœur brisé. Leur conversation fut interrompue par la sonnette. Donia Quesesao alla ouvrir et revint accompagnée de Danilo Vasconcelos, dont l'expression sérieuse contrastait fortement avec la gaieté du jardin. Il faut qu'on parle, dit l'enquêteur sans préambule. Eduardo hocha la tête et le conduisit à son bureau. Luisa, qui avait remarqué l'arrivée de Danilo, fit signe qu'elle les rejoindrait dans quelques minutes. Une fois au bureau, Danilo sortit plusieurs dossiers de sa serviette. J'ai fait des recherches plus approfondies sur Marcelo Santos, le petit ami de Luisa, commença-t-il. Il y a quelque chose qui cloche. Avant de devenir chauffeur de police, il travaillait comme mécanicien dans un garage de Lapa, le même garage où Elena avait conduit sa voiture 3 jours avant l'accident. Eduardo sentit un frisson lui parcourir l'échine. Suggérez-vous? Je ne suggère rien pour l'instant, a précisé Danilo. Mais c'est une coïncidence qui mérite une enquête,
surtout si l'on considère que Marcelo a commencé à sortir avec Luisa environ 6 mois après l'accident d'Elena. La porte s'ouvrit et Luisa entra, les joues rouges d'avoir joué avec Sofia. « De quoi parles-tu » demanda-t-elle, percevant immédiatement l'attention. Eduardo échangea un regard avec Danilo, hésitant à partager ses soupçons. « À propos de Marcelo » répondit-il finalement. « Il y a quelque chose que tu dois savoir. » Tandis qu'Eduardo expliquait le lien découvert, le visage de Luisa passa de la confusion à l'incrédulité, puis à un mélange d'horreur et de fureur. « C'est absurde » protesta-t-elle. « Marcelo n'y serait pour rien, c'est impossible. » « Nous n'accusons personne » intervient Danilo, « mais nous devons lui parler, comprendre pourquoi il n'a jamais mentionné qu'il travaillait au garage où Elena a emmené sa voiture avant de mourir. » Luisa s'affala dans un fauteuil, visiblement bouleversée. « C'est dingue. Il y a 2 semaines, ma vie était normale. Maintenant, je découvre que j'avais une sœur jumelle qui est morte avant qu'on puisse se rencontrer, qu'elle a peut-être été assassinée et que mon petit ami pourrait être impliqué. » Eduardo s'approcha d'elle, ne sachant comment la réconforter. Avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, Sofia fit irruption dans le bureau. « Pourquoi tout le monde est si sérieux » demanda la petite fille en courant vers Luisa. « Tante Luisa, es-tu triste » Luisa essuya rapidement une larme et sourit à la fillette. « Non, ma chérie, je suis juste un peu fatiguée d'avoir joué autant. »« Sofia, pourquoi ne montrerais-tu pas ta collection de coquillages à Luisa » suggéra Eduardo, cherchant un moment seul avec Danilo. Une fois les deux partis, Eduardo se tourna vers l'enquêteur. « Quels autres liens avez-vous découverts » Danilo a répondu, « Les Monténégro ont annulé un virement important vers un compte aux îles Caïmans le lendemain des funérailles d'Elena. Et ce n'est pas tout. Alberto n'est pas le père biologique des jumeaux. » Quoi ? La bouche d'Eduardo s'ouvrit. J'ai retrouvé de vieux dossiers médicaux. Alberto souffre d'une maladie génétique qui le rend stérile. Il l'a toujours été. Cette révélation a ajouté une nouvelle dimension de complexité au mystère. Si Alberto n'était pas le père biologique, qui l'était ? Et quel était le rapport avec la séparation des jumeaux et le possible sabotage de la voiture d'Elena ? Cette nuit-là, après que Sofia se fut endormie et que Luisa fut rentrée à son appartement en refusant de rester malgré l'insistance d'Eduardo, il trouva un vieil album photo. Sur l'une des photos, il remarqua une image qu'il n'avait jamais remarquée auparavant, Elena, enceinte de Sofia, avec ses parents dans leur maison de vacances. À l'arrière-plan, presque imperceptible, un homme d'âge mûr, peut-être un employé, regardait Elena avec une expression qu'Eduardo interpréta alors comme de la nostalgie. Il se souvint d'une phrase d'Elena, « Parfois, j'ai l'impression que mon père me regarde comme si j'étais une étrangère. » Le téléphone interrompit ses pensées. C'était Luisa, la voix tremblante. « Eduardo, Marcelo n'est pas là. Il a laissé un mot disant qu'il devait régler quelque chose, et il manque de l'argent dans nos économies. » « Ne fais rien, dit Eduardo en se levant. J'irai là-bas et j'appellerai Danilo. » Le secret s'épaississait de plus en plus, et Eduardo avait le sentiment troublant que tout le monde était en danger, surtout Luisa, devenue le dernier maillon d'une chaîne que quelqu'un voulait désespérément briser. La pluie tombait sans relâche sur Sao Paulo, transformant les rues en rivières et la circulation en chaos absolu. Eduardo tapait sur le volant avec impatience tandis que sa Mercedes filait vers l'appartement de Luisa. Son téléphone a sonné. C'était Danilo. « Je suis à l'appartement avec Luisa » rapporta l'enquêteur. « Nous avons trouvé quelque chose d'intéressant. Lettre entre Marcelo et Regina Montenegro. » Quoi ? Eduardo sentit l'air quitter ses poumons. « C'est vague, » poursuivit Danilo, « mais il y a des références à des paiements et à un travail à effectuer. Le plus récent date d'il y a 1 mois. » Eduardo jura dans sa barbe. Les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place de façon effrayante. « Protégez-la. Je serai là dans 15 minutes. » Lorsqu'il arriva enfin, il trouva Danilo qui gardait l'entrée. À l'étage, Luisa était pâle, assise sur le canapé, entourée de papiers et de photos. « Qu'est-ce que c'est que tout ça » demanda Eduardo. « Je l'ai trouvé dans une boîte que Marcelo gardait sous le lit » répondit Luisa d'une voix à peine plus basse. « Des photos de moi prises avant notre rencontre, comme s'il m'avait suivi. » Eduardo examina les photos. Elle montrait effectivement Luisa à différents moments, quittant le restaurant, se dirigeant vers l'école de cuisine, et même devant la porte de l'immeuble où elle vivait avant d'emménager avec Marcelo. « Ce n'était pas une coïncidence, dit-il en s'asseyant à côté d'elle. Elle t'a cherché délibérément. »« Pourquoi » murmura Luisa.
Je ne comprends pas encore. Quel est mon rapport avec les Monténégro? Eduardo échangea un regard avec Danilo avant de répondre. Je pense que Regina t'a vu comme une menace, ou peut-être comme une assurance. Si Elena découvrait la vérité sur sa sœur, Regina pourrait avoir besoin d'un moyen de contrôler la situation, mettre un espion dans ta vie. Marcelo a fait semblant de t'aimer pendant 2 ans juste pour te surveiller. Cette pensée était si douloureuse que Luisa se plia en deux, comme si elle avait reçu un coup. Eduardo voulait la réconforter, mais ne savait pas comment. Quel mot pourrait apaiser une telle trahison? Le téléphone de Danilo interrompit ce moment. Je dois répondre, dit Luisa en sortant dans le couloir. Eduardo en profita pour lui montrer les dernières entrées du journal d'Elena. Elle te cherchait, Luisa, dit-il doucement. Elle avait découvert ton existence et voulait te rencontrer. Elle avait un plan. Luisa lut les pages, les mains tremblantes, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Il est mort en essayant de me retrouver, murmura-t-elle. Et maintenant je comprends pourquoi. Regina n'a jamais voulu qu'on se rencontre. Danilo revint, l'air grave. Ils ont trouvé la voiture de Marcelo abandonnée près de l'aéroport. S'il y a autre chose, Regina Monténégro vient d'être hospitalisée. Alberto a appelé les services d'urgence pour signaler qu'il avait pris des pilules. Une tentative de suicide, demanda Eduardo, incrédule. Ou un moyen pratique d'éviter l'interrogatoire, suggéra Danilo. Le téléphone d'Eduardo sonna. C'était la voix alarmée de Madame Quesesao. Monsieur Eduardo, quelqu'un est entré par effraction dans la maison, ils ont cassé une fenêtre du bureau. La police est en route. Sofia, la terreur emplit sa voix, va bien, elle se cache dans ma chambre. Ne bougez pas. Je vais là-bas, dit Eduardo en sautant et en expliquant rapidement la situation. C'est hors de contrôle, dit Luisa en se levant également. Je ne me cache pas alors que ma famille est en danger, répondit fermement Eduardo. Le mot « famille » résonnait entre eux. En seulement 2 semaines, ils étaient passés du statut de parfaits inconnus à celui de personnes liées par des liens plus forts que le sang, un secret commun, une douleur partagée, et maintenant un danger commun. Sur le chemin du retour, Danilo reçut un autre appel. Nous avons la confirmation, la voiture d'Elena a été sabotée. Le système de freinage a été trafiqué par des professionnels. Marcelo, demanda Eduardo, les jointures blanches sur le volant. Il travaillait probablement comme mécanicien spécialisé dans les systèmes de freinage avant de rencontrer Luisa par hasard. Tout s'emboîtait dans une horrible énigme. Regina avait découvert qu'Elena connaissait l'existence de sa sœur jumelle. Elena prévoyait de rencontrer Luisa, et puis, par accident, les freins de sa voiture lâchèrent juste au bon moment. 3 ans plus tard, l'histoire menaçait de se répéter. Pourquoi maintenant, demanda Luisa. Si Regina a réussi à cacher tout ça pendant 3 ans, pourquoi paniquer maintenant? Le journal, répondit Eduardo. Je ne l'avais jamais lu avant que Danilo ne le trouve. Et il y a autre chose dedans, quelque chose que nous n'avons pas encore complètement découvert. Le vrai père, murmura Danilo. Elena a mentionné à plusieurs reprises qu'elle enquêtait sur son véritable père. Si Alberto n'est pas le père biologique des jumeaux, alors qu'il est, ajouta Luisa. Et surtout, quel est le rapport avec tout ça? Ils arrivèrent au manoir d'Eduardo et trouvèrent 2 voitures de police à l'entrée. La vitre d'une des fenêtres du bureau était brisée, et plusieurs policiers prenaient des empreintes digitales et des photos. Sofia courut vers eux desquels les vit entrer, se jetant dans les bras de son père. « Papa, quelqu'un de malfaisant est entré dans la maison », s'exclama la fillette terrifiée. Donia Quesesao m'a caché dans son placard. Eduardo la serra fort dans ses bras, remerciant silencieusement Dieu pour sa sécurité. Qu'ont-ils pris, a-t-il demandé à l'un des officiers. Apparemment, ils ont juste fouillé dans des papiers. Le bureau est en désordre, mais aucun objet de valeur n'a disparu. Eduardo et Danilo échangèrent un regard. Ils ne cherchaient ni bijoux ni argent, mais des informations. Luisa s'est approchée de Sofia et s'est penchée pour être à son niveau des yeux. « Bonjour, princesse. »« Ça va ?» La fille hocha la tête en reniflant. « Tante Luisa, tu vas rester avec nous ? J'ai peur. » Luisa regarda Eduardo, qui hocha la tête presque imperceptiblement. « Oui, chérie, je reste ce soir. Personne ne te fera de mal. » À ce moment-là, Eduardo prit une décision. On n'attend pas Marcelo ou Regina pour tenter quoi que ce soit d'autre.
Demain, on va porter plainte à la police avec tout ce qu'on a. Et Alberto, demanda Luisa. Si Regina a tenté de se suicider, il est seul à l'hôpital avec elle. Danilo, peux-tu envoyer quelqu'un pour les surveiller? Je ne fais confiance à aucun d'eux pour le moment, répondit Eduardo. Cette nuit-là, alors que Sofia dormait enfin et que la maison était surveillée par la police, Eduardo et Luisa étaient assis sur la terrasse, une bouteille de vin à part. Le silence était apaisant, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Parfois, je me demande comment ça aurait été, dit finalement Luisa. Connaissant Elena, on s'entendrait bien. Eduardo sourit tristement. Elle était passionnée, comme toi, déterminée. Elle ne s'arrêtait jamais quand elle voulait quelque chose. Comme retrouver sa sœur perdue, murmura Luisa. Comme te trouver, acquiesça Eduardo. Et regarde ce que ça lui a coûté. Le sous-entendu flottait entre eux, Elena était morte en cherchant la vérité. Ils couraient le même danger. Je ne les laisserai pas faire de mal à Sofia, dit Luisa avec férocité, ni à toi. Eduardo la regarda, surpris par l'intensité de sa déclaration. Je ne les laisserai pas te faire de mal non plus, répondit-il. J'ai déjà perdu un Oliveira, je n'en perdrai pas un autre. Leurs regards se croisèrent et, pendant un bref instant, quelque chose de plus qu'un chagrin partagé passa entre eux, quelque chose qu'aucun des deux n'était prêt à mentionner. L'hôpital Albert Einstein, le plus exclusif de Sao Paulo, traitait Regina Montenegro avec la déférence réservée à ses patients les plus prestigieux. Elle disposait d'une chambre privée avec vue sur le parc d'Ibirapura, d'une équipe médicale dévouée et d'un service de sécurité discret pour tenir les curieux à distance. Alberto Montenegro était assis près du lit de sa femme, le visage exprimait l'épuisement et l'inquiétude. Quand Eduardo et Danilo entrèrent, il leva à peine les yeux. « Je ne serais pas surpris de vous voir ici, » dit-il d'une voix fatiguée. « Je suppose que vous êtes venu accuser ma femme d'un autre crime ?»« Comment va-t-elle » demanda Eduardo, ignorant l'hostilité. « Stable. Les médecins disent qu'elle a pris suffisamment de médicaments pour être dangereuse, mais pas mortelle. Ça arrange bien ta théorie, non ?» Danilo resta près de la porte, observant Regina, endormie sous l'effet des sédatifs. Son visage, habituellement dominant et contrôlé, paraissait vulnérable. « Alberto, il faut qu'on parle, » dit Eduardo, assis en face de son beau-père, à propos du père biologique d'Elena et Luisa. Le vieil homme pâlit visiblement. « Je ne comprends pas de quoi tu parles. »« On sait que tu es stérile, » intervint Danilo. « C'est dans ton dossier médical. Tu l'as toujours été. » Alberto ferma les yeux, comme si le poids de décennies de secrets l'avait finalement écrasé. « Regina vous dira que nous avons fait appel à un donneur anonyme, un médecin de confiance. Les dossiers ont été commodément perdus. »« Mais ce n'est pas la vérité, » insista Eduardo. « La vérité, » dit Alberto en riant sans humour, « c'est que Regina obtenait toujours ce qu'elle voulait, quel qu'en soit le prix, y compris moi, un mari qui ne pouvait pas lui donner d'enfant, mais qui avait le nom de famille et la fortune qu'elle convoitait. » Elle se leva péniblement et s'approcha de la fenêtre, dos à Eduardo et Danilo. Lorsque Regina décida qu'elle voulait une fille, elle explora toutes les options. L'adoption était la plus simple, mais elle insista pour que l'enfant ait une bonne génétique. Elle cracha ces derniers mots avec amertume. Puis elle rencontra Javier Salinas, notre chauffeur espagnol, séduisant, intelligent malgré son manque d'éducation formelle, et très jeune. Eduardo retint son souffle, commençant à comprendre où cette histoire allait mener. Regina lui a proposé de l'argent en échange de services que je ne pouvais pas fournir. Il a accepté, pensant sans doute que ce serait un arrangement discret. Il ne savait pas à qui il avait affaire. Alberto se tourna vers eux, les larmes aux yeux. Lorsqu'il a découvert que la femme était enceinte de jumeaux, il a paniqué. Un seul bébé pouvait être considéré comme une adoption. 2, ce serait plus compliqué. Et Javier commençait à s'attacher à l'idée d'être père. Que lui est-il arrivé ? Demanda Danilo. Officiellement, il a démissionné et est retourné en Espagne. Officieusement, Alberto a laissé sa phrase inachevée, son silence plus éloquent que n'importe quelle confession. Eduardo se sentit nauséeux. L'ampleur du mal de Regina dépassait ses pires soupçons. Tu savais qu'elle avait éliminé Javier ? Non, pas à ce moment-là, répondit Alberto. Je l'ai découvert des années plus tard, en retrouvant les lettres qu'il avait tenté d'envoyer à Regina pour lui demander des nouvelles de ses filles ou des lettres qui n'ont jamais été envoyées. Et tu n'as jamais rien dit. L'indignation d'Eduardo était palpable. Qui ?
La police? Ma propre femme. Alberto secoua la tête. J'ai choisi de protéger Elena, de lui offrir la vie privilégiée qu'elle méritait. Et oui, cela impliquait d'abandonner l'autre fille, un péché que j'ai porté toute ma vie. Un léger gémissement provenant du lit indiqua que Regina commençait à se réveiller. Ses yeux s'ouvrirent lentement, se fixant d'abord sur Alberto, puis sur Eduardo, et enfin sur Danilo. En un instant, son expression passa de la confusion à la froideur calculatrice. « Que fais-tu ici » Sa voix était faible, mais conservait son ton caractéristique. « Nous savons tout, Regina, dit Eduardo, sur Javier Salinas, sur la façon dont vous avez séparé les jumeaux et sur la façon dont vous avez ordonné le meurtre d'Elena lorsqu'elle a découvert la vérité. » Regina sourit un sourire terrible qui n'atteignit pas ses yeux. « Prouve-le. » Danilo s'avança et sortit son téléphone. « Nous tenons Marcelo Santos. Il s'est rendu ce matin avec des preuves concrètes de son implication dans le sabotage de la voiture d'Elena et est prêt à témoigner qu'il a agi sur vos ordres. » Pour la première fois, Eduardo lut une véritable peur dans les yeux de Regina, mais cela ne dura qu'un instant avant que son masque de contrôle ne reprenne. La parole d'un mécanicien contre la mienne, celle d'un inconnu contre celle d'une des femmes les plus respectées du monde de la finance. Bonne chance. Nous avons aussi les virements, poursuivit Danilo. 3 paiements de 500 000 réaux chacun, triangulés via des sociétés écrans, mais qui ont finalement abouti sur un compte au nom de Marcelo. Regina ne répondit pas, mais son silence en dit long. Alberto, qui avait tout écouté avec une horreur croissante, porta une main à sa poitrine. « As-tu tué notre fille » murmura-t-il. « Notre Elena. »« Ce n'était pas notre fille » répondit froidement Regina. « C'était la fille d'un chauffeur espagnol et d'une prostituée qui nous l'avait vendue. Et quand elle a menacé de détruire tout ce que nous avions construit avec son obsession de retrouver sa vraie famille, j'ai dû protéger notre héritage. » Alberto trébucha. Son visage se tordit de douleur. Eduardo se précipita pour le soutenir tandis que le vieil homme s'effondrait. « On a besoin d'aide » cria Danilo en courant vers la porte. Médecins et infirmières firent irruption dans la pièce et installèrent rapidement Alberto sur un brancard. « Crise cardiaque » entendit Eduardo tandis qu'on emmenait son beau-père. Regina resta immobile dans son lit, observant la scène avec une indifférence distante. « Elle a toujours été faible » murmura-t-elle. « Même maintenant. » Eduardo la fixa du regard, incapable de comprendre une telle froideur. « La police viendra prendre votre déposition, dit-il. Et cette fois, Regina, aucune somme d'argent ni aucune influence ne pourra te sauver. » En quittant la pièce pour suivre les médecins qui soignaient Alberto, Eduardo ressentit un étrange sentiment de vide. La vérité sur la mort d'Elena ne lui apporta pas le réconfort espéré, seulement davantage de douleur et la certitude que le monstre responsable était resté là tout ce temps, souriant aux enterrements et aux anniversaires, tenant Sofia dans ses bras, les mains tachées du sang de sa mère. Dans le couloir, il croise Luisa, qui est arrivée accompagnée d'un policier. « Danilo m'a appelé » expliqua-t-elle. « C'est vrai » Marcelo a avoué. Eduardo hocha la tête, l'air sombre. Il a tout avoué. Regina l'a payé pour saboter les freins de la voiture d'Elena. C'était prémédité. Luisa a calculé pour que ça ressemble à un accident. Luisa porta la main à sa bouche, horrifiée. Et moi aussi, je l'avais prévu. Marcelo était chargé de te surveiller, de s'assurer que tu ne découvres jamais ton lien avec Elena. Mais quand on s'est rencontrés au restaurant, le plan a capoté. Un médecin est sorti de la salle d'urgence où Alberto avait été emmené. Moi, répondit machinalement Eduardo. Il a fait une grave crise cardiaque. Nous faisons tout notre possible, mais vous devez vous préparer au pire. Son âge et ses antécédents cardiaques compliquent le pronostic. Eduardo sentit la main de Luisa se tendre vers la sienne, un simple geste de solidarité qui signifiait tout à cet instant. Même si Alberto avait été complice par omission, il restait le grand-père de Sofia, l'homme qui avait aimé Elena à sa manière. « Je peux le voir » demanda Luisa, surprenant Eduardo. Le médecin acquiesça. Un instant. Il est à moitié conscient. Eduardo regarda Luisa entrer seule dans la pièce. À travers la vitre, il la vit s'approcher du lit et prendre la main d'Alberto. Le vieil homme ouvrit les yeux, et Eduardo vit la surprise se lire sur son visage en voyant Elena, et non Luisa, à ses côtés. Il vit les lèvres d'Alberto former le mot « pardonne-moi ». Et à ce moment-là, Eduardo sut que Luisa, avec toute sa force et sa compassion, était vraiment de la famille,
non pas à cause du sang qu'elle partageait avec Elena, mais à cause du cœur qui battait avec la même générosité. Notre mère, Luisa, se pencha en avant, soudain alerte. Elle est vivante? Je ne sais pas, dit Danilo. Les papiers indiquent qu'il s'agissait d'une immigrante colombienne nommée Isabelle Restrepo. Elle travaillait comme domestique pour une famille amie des Monténégro. Isabelle, répéta Luisa, savourant ce nom. Ma mère s'appelait Isabelle. Eduardo la regarda assimiler cette nouvelle information. Chaque révélation était à la fois un cadeau et une blessure pour Luisa, la connaissance qu'elle avait toujours recherchée, teintée de la tragédie de tout ce qu'elle avait perdu. Il y a plus, poursuivit Eduardo. Regina avait un dossier complet sur toi. Elle te surveille depuis des années, pas seulement à travers Marcelo. Elle savait exactement qui tu étais et où tu étais depuis tes 15 ans. Luisa porta la main à sa bouche. Pourquoi n'avait-elle rien fait? Si elle me voyait comme une menace, Danilo pensait me garder comme assurance, une pièce de rechange, conclut Luisa avec amertume, une pièce de rechange pour sa parfaite fausse famille. La cruauté calculée de Regina semblait sans limite. Non seulement elle avait séparé les sœurs et ordonné le meurtre de l'une, mais elle avait gardé l'autre en réserve, comme une ressource exploitable si nécessaire. Que faisons-nous maintenant? Demanda Luisa, bouleversée par leur découverte. Eduardo lui prit la main, un geste devenu naturel entre eux. Maintenant, nous réclamons justice pour Elena, pour toi, pour Sofia. Et nous essayons de construire quelque chose de bon à partir de toute cette horreur. Ils parlèrent sans remarquer la silhouette qui les observait au fond du couloir, Alberto Montenegro, dans un fauteuil roulant poussé par une infirmière. Sur ses genoux, il tenait une vieille enveloppe usée et, dans son regard, la détermination d'un homme conscient qu'il lui restait peu de temps pour corriger une vie d'erreur. Le tribunal fédéral était bondé le jour où Regina Montenegro a reçu sa condamnation. Journalistes, badauds et membres de l'élite financière de Sao Paulo se pressaient sur les sièges, impatients d'assister à la chute de l'une des femmes les plus puissantes du pays. Regina était assise impassible sur le banc des accusés, la posture droite et le visage masqué par une dignité forcée. À son âge, elle savait que la peine de 30 ans pour homicide aggravé signifiait probablement qu'elle mourrait en prison. Eduardo et Luisa observaient depuis le premier rang. Ils avaient décidé que Sofia, qui avait presque 9 ans, était trop jeune pour assister à ce moment, même si elle comprenait vaguement que sa grand-mère maléfique avait provoqué l'accident de sa mère. La justice ne ressuscite pas les morts, murmura Luisa tandis que Regina était escortée hors de la salle d'audience, mais au moins elle ne pourra faire de mal à personne. Marcelo Santos avait bénéficié d'une réduction de peine de 10 ans pour sa coopération, évitant ainsi une accusation de meurtre au premier degré. Durant le procès, Marcelo avait regardé Luisa à plusieurs reprises, cherchant dans ses yeux un signe de pardon. Elle avait maintenu son regard fixé droit devant elle, refusant toute satisfaction. Alors qu'il partait, les flashs et les questions hurlées les assaillaient. Eduardo protégeait Luisa de son bras tandis qu'il se dirigeait vers la voiture qui les attendait. « Qu'est-ce que ça fait de savoir que le meurtrier de votre sœur va enfin payer » a crié un journaliste. « Est-il vrai que Marcelo Santos était ton petit ami » a demandé un autre. « Il prévoit de s'emparer de la fortune du Monténégro » a crié un troisième. Cette dernière question arrêta net Luisa. « Nous ne voulons pas de cet argent » répondit-elle fermement. « Il est taché du sang de ma sœur. » Une fois dans la voiture, Luisa poussa un long soupir. « Tu crois qu'ils cesseront un jour de nous poursuivre? Ils finiront par trouver quelque chose de plus intéressant, répondit Eduardo. Mais pour l'instant, nous sommes l'histoire de l'année, l'héritière perdue, le millionnaire veuf, la matriarche meurtrière. On dirait un feuilleton de pacotille, sauf que c'est notre vie. » Ils se rendirent à la clinique de rééducation où Alberto résidait désormais. Après sa deuxième crise cardiaque, il souffrit d'une paralysie partielle du côté gauche et de troubles de l'élocution. Les médecins ne s'attendaient pas à ce qu'il puisse à nouveau marcher sans aide. Ils l'ont trouvé dans le jardin de la clinique, sous un jacaranda. Malgré son état, il était habillé de façon formelle, une chemise blanche impeccable, un pantalon et même une cravate. « Il a fini » demanda Luisa avec hésitation. « Oui » confirma Eduardo. Regina a écopé de 30 ans, Marcelo de 10. Alberto hocha lentement la tête, ni surpris ni triste. « J'ai quelque chose pour toi » dit-il en désignant un dossier sur ses genoux. « Signez ces papiers. » Eduardo les feuilleta avec une surprise croissante. « Vous cédez le contrôle total de Montenegro Holdings à un trust » a-t-il demandé. « Pour Sofia et tes enfants » expliqua Alberto.
L'argent ne pourra pas ramener Elena, mais il assurera l'avenir de ses descendants. Je t'ai déjà dit que je ne voulais pas de cet argent, dit Luisa. C'est la seule façon de me racheter, répondit Alberto avec une fermeté inattendue. S'il vous plaît, permettez-moi cela. Luisa regarda Eduardo, qui haussa les épaules. À une condition, dit-elle finalement, une part substantielle sera versée à une fondation pour les enfants adoptés à la recherche de leur famille biologique. Le demi-sourire d'Alberto fut la seule réponse qu'elle attendait. Le fonds est déjà établi sous le nom de Fondation Helena Oliveira, doté d'une dotation initiale de 20 millions de réaux, déclara Eduardo en ouvrant la page 7. Luisa sentit les larmes lui monter aux yeux. Malgré tout, ce petit acte de rédemption était indescriptible. Ce soir-là, chez Eduardo, ils dînèrent avec Doña Concepción et Sofia. La jeune fille était inhabituellement calme, digérant les événements récents à sa manière. Grand-mère Regina sortira-t-elle un jour de prison, demanda-t-elle tandis que Doña Concepción servait le dessert. Eduardo échangea un regard avec Luisa avant de répondre. Probablement pas, princesse. Et c'est vrai que c'est elle qui a cassé la voiture de maman. Un silence gêné s'installa. Ils avaient tenté de cacher à Sofia les détails sordides, mais la couverture médiatique laissait peu de place à l'ombre. Oui, ma chérie, dit doucement Luisa. Ta grand-mère a fait quelque chose de très mal, mais maintenant elle ne peut plus faire de mal à personne. Sofia hocha la tête, pensive. Et tu es ma mère maintenant, demanda-t-elle en regardant Luisa. Non, répondit Luisa en prenant la petite main de la fillette. Je suis ta tante. Ta mère sera toujours ta mère, même si elle n'est plus là. Mais je peux te raconter des histoires sur elle, t'aider à te souvenir d'elle et être là pour toi quand tu auras besoin de moi. Sofia semblait satisfaite et retourna à son dessert. Plus tard, sur la terrasse, verre à la main, Eduardo dit, elle a été incroyable avec elle. C'est une fille merveilleuse. Un silence confortable s'installa. Que vas-tu faire maintenant, demanda finalement Eduardo. Tu vas retourner à ton appartement. Ma vie a trop changé pour revenir à mon ancienne routine, répondit Luisa. Il est temps de passer à autre chose. Eduardo sourit. Je sais que ce qui nous unit est compliqué. Je vois quelqu'un qui aimait profondément ma sœur, quelqu'un qui a ramené la lumière dans nos vies. Mais toute relation serait toujours assombrie par Elena, et Sofia serait perdue. La décision était prise, leur lien serait familial, et non romantique. Tante et nièce, oncle et tante, une famille unie par la douleur et l'amour. Je serai toujours là pour toi et Sofia, promit Luisa. Et nous serons toujours là pour toi, répondit Eduardo, sous les étoiles de Sao Paulo, une paix qu'aucun des deux n'avait cru possible. Ce n'était pas une fin parfaite, mais c'était réel, et pour l'instant, c'était suffisant.